Bien, écoutez, il est exactement l'heure. Merci à tous de votre ponctualité. Bienvenue à ce débat, à ce moment fort, ce temps fort de ce salon SME 2025. 2024, mais en fait, j'ai 2025 parce qu'on fait 3 anniversaires, en fait, sans que vous le sachiez forcément aujourd'hui. On fait effectivement, c'est assez intéressant, et Alain Bosetti, qui a créé ce salon, vient de nous rejoindre. C'est un anniversaire, puisqu'on fête à la fois l'anniversaire de ce salon qui a fait naître beaucoup de vocations entrepreneuriales. On fête aussi, et c'est pas neutre aussi, quelqu'un à mes côtés qui a fait naître beaucoup de vocations entrepreneuriales avec Hervé Novelli, puisqu'on fête le 15e anniversaire du statut des auto-entrepreneurs. Et un autre homme qui a fait naître beaucoup de vocations entrepreneuriales, Benoît Hamon, puisqu'on fête également le 10e anniversaire du statut entrepreneur salarié. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour répondre à la question avec nous, est-ce qu'il est souhaitable et possible que tout le monde soit entrepreneur demain ? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui suis aussi un entrepreneur depuis toujours, je crois que le monde de l'entreprise est toujours aussi excitant, mais il est très différent de celui dans lequel moi j'ai créé ma première boîte il y a très longtemps. Et Hervé aussi, vous avez créé des entreprises et vous avez vu ce monde évoluer. Vous avez tous les deux contribué à le faire changer. Si vous m'y autorisez, j'aimerais juste quand même, au-delà de parler de chiffres, on le fera forcément pendant ces quelques 45 minutes ensemble et on prendra des questions de votre part si vous le souhaitez. Mais j'aimerais juste que vous, avec ce recul de ces 15 années ou 10 années pour l'un et vous, tous les deux, d'abord, rapidement, quelle est la différence entre les deux statuts, qu'on comprenne bien, mais en quelques mots. D'abord avec vous, Hervé, l'auto-entrepreneur, tout le monde connaît. C'est venu d'où cette idée ? À quoi ça correspondait à l'époque ? Moi, quand je suis arrivé à Bercy, ce qui m'animait, c'était la simplification. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. On en parle toujours. On en parle toujours, peut-être parce qu'on la pratique moins. Mais l'idée que j'avais, c'était de simplifier la création d'activités. J'avais vu combien c'était compliqué de créer sa propre entreprise. Et donc, j'ai réuni des groupes de travail dès l'été où je suis arrivé, l'été 2007. Et je vous passe les péripéties. Donc, ces groupes de travail ont rendu des conclusions, mais c'était des groupes de travail un peu originaux. Il y avait peu de fonctionnaires, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de praticiens de l'économie, des experts comptables, des avocats. Et les 3 groupes de travail que j'avais créés dans l'ordre social, réglementaire, fiscal, ont tous dit une des mesures à prendre, c'est de simplifier la création d'activités. À fort de cela, j'ai confié une mission au directeur de l'époque de l'Agence pour la création d'entreprises, François PCE, absolument. Il m'a remis un rapport. Et à partir de ce rapport, on a travaillé beaucoup en interne et on a créé donc le statut de l'auto-entrepreneur qui était une petite révolution de simplicité. Qui avait beaucoup énervé certains métiers à l'époque, en plus. Oui, bien sûr, parce qu'il il permettait à des gens qui n'avaient que leur initiative individuelle, leur qualité propre, de se lancer facilement. À l'époque, on disait en 3 clics, puisque ça a été la première inscription en ligne de la création d'entreprise. Donc, on a simplifié radicalement. On pouvait donc s'inscrire en ligne et puis c'était une vraie révolution parce qu'on mettait fin à ce que j'avais éprouvé quand j'avais créé une entreprise, qui était de voir arriver les papiers de l'URSSAF avant de voir arriver votre chiffre d'affaires. Donc, des entrepreneurs, évidemment. Il y avait un prélèvement forfaitaire à l'époque, avant la création, avant le démarrage de l'activité. Donc, on y mettait fin, on créait une taxe assise sur le chiffre d'affaires, un prélèvement assis sur le chiffre d'affaires. Donc, quand vous n'aviez pas de chiffre d'affaires, vous n'aviez pas de charge. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire. Révolutionnaire aussi parce qu'on voulait ce statut universel. Donc, on pouvait être chômeur, retraité, étudiant, salarié. On pouvait avoir créé son statut d'auto-entrepreneur. Et tout cela, eh bien, j'ai tout de suite vu que ça allait marcher. J'étais à l'époque en charge des PME au gouvernement, et je suis allé inaugurer le salon déjà tenu par Alain et son équipe. L'inusable Alain Bosetti, qui avait donc organisé en 2008 ce salon des PME, des TPE et des PME. Et il y avait un stand de l'Agence pour la création d'entreprises. C'était en octobre 2008, et je me suis aperçu qu'il se passait quelque chose. Ce stand était véritablement pris d'assaut. On peut dire, Hervé Novelli, que c'est vraiment le vrai début de cette folie entrepreneuriale française, fondamentalement. Parce en tout cas, il y avait une demande et une curiosité autour d'un statut qui m'a fait
réfléchir en sortant du salon en me disant j'ai touché quelque chose. Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était pas uniquement la simplification qu'on apportait aux modalités de création d'entreprise, c'était parce que ça rencontrait deux révolutions que je n'avais pas perçues et qui sont arrivées de manière quasi concomitante. La première révolution, c'est la révolution du numérique. Merveilleux, puisque ça permettait de croiser des offres et des demandes sur un besoin précis. Donc ça a été la naissance des applications et c'était véritablement essentiel pour lancer ce statut. Le e-commerce, par exemple, je prends cet exemple, le e-commerce qui démarrait dans les années 2010 a fait un bond exceptionnel grâce au numérique et beaucoup de gens ont adopté ce statut de l'auto-entrepreneur parce qu'il correspondait à la facilité de pouvoir exercer des activités quand on le souhaitait, quand on le voulait, quand on le pouvait, et générer ainsi des revenus. Donc je me suis dit, ça va marcher. Je n'avais pas vu la révolution numérique et je n'avais pas vu une deuxième évolution qui est l'évolution par rapport au travail. L'envie de liberté. L'envie de liberté, l'envie d'avoir une relation différente qu'on a éprouvée dans le Covid. On va parler tout à l'heure des vertus respectives du salarié par rapport à l'auto-entrepreneur ou à l'indépendant, ou au freelance, parce que c'est ça que ça recouvre. Eh bien, cette envie de liberté et d'autonomie, elle se concrétise aussi dans le salariat. Quand vous avez le télétravail, eh bien, vous avez une autonomisation par rapport à des prescriptions de l'autorité hiérarchique qui font qu'il y a aussi une autonomisation du salarié. Donc vous avez à la fois dans l'indépendant ce désir de pouvoir se mettre à son compte et générer ses propres revenus dans une adaptation au temps de travail et à la durée du travail, telle qu'on la souhaite. Et puis du côté du salariat, une sorte d'autonomie par rapport à des directives précises. Et donc, tout cela fait qu'il y a une véritable effervescence autour de ce qu'on appelle la relation au travail. Absolument. Et on voit d'ailleurs dans les chiffres, juste pour info quand même, aujourd'hui ce sont 2,7 millions d'auto-entrepreneurs, ce sont 6 millions d'actifs qui sont slasheurs ou pluriactifs aujourd'hui, et sur les 2 700 000 auto-entrepreneurs, il y en a quand même, effectivement, on distingue les administrativement actifs et les économiquement actifs. Il y a ceux qui s'inscrivent et il y a ceux qui bossent. Exactement, ceux qui font du chiffre, avec aujourd'hui un énorme succès, évidemment, avec le recul. Alors Benoît Hamon, vous, il y a 10 ans, avec une démarche différente, mais un peu sur la même envie, de permettre aux gens de se réaliser dans un autre statut, qui est celui en fait de l'entrepreneur salarié. Alors expliquez-nous comment c'est né dans votre tête et comment ça s'est passé sur la mise en place de cette révolution aussi, parce que c'était aussi une révolution. Bonjour, merci à Alain de cette invitation. Je suis ravi de discuter avec vous et d'échanger avec Hervé. Bon, chez les entrepreneurs comme dans les entreprises, il y a de la biodiversité. Les statuts ne sont pas les mêmes, les envies ne sont pas les mêmes et les besoins ne sont pas les mêmes. Et on aurait tort de ramasser la figure de l'entrepreneur, femme ou homme, ou la figure de l'entreprise derrière un seul visage ou un seul statut. Et c'est une des particularités de la France que de proposer une incroyable diversité de manières d'entreprendre. Je le dis parce que quand j'ai préparé la loi sur l'économie sociale et solidaire, j'ai moi-même découvert qu'à travers différents statuts, les modèles coopératifs, les modèles associatifs, parce qu'on peut être une entreprise associative, quand bien même on est non lucratif, ce qui ne veut pas dire qu'on perd de l'argent, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le secteur concurrentiel, ce qui veut dire simplement que le capital investi ne permet pas de faire de la valeur ajoutée au moment où on revend des parts, si tant est qu'il y ait des parts. Mais en tout cas, il y a cette réalité-là. Et le statut de salarié entrepreneur, qui couvre bien moins de personnes, permet au sein de coopératives et d'activités d'emploi des entrepreneurs qui peuvent avoir des projets aussi différents que être boulanger bio, artisan paysagiste, web développeur, etc., d'être dans la même coopérative d'activité d'emploi, de se voir garantir un revenu comme salarié et d'être détenteur des parts d'une coopérative, la coopérative d'activité d'emploi, à l'intérieur desquelles une partie des fonctions support sont mutualisées et qui permet surtout à ces entrepreneurs régulièrement de pouvoir coexister, partager des expériences, se réassurer les uns et les autres au sein de cette coopérative, mais surtout à travers leur
leurs activités. Vous l'aviez inventé ce concept ou il existait? Non, il existait déjà, Il existait. mais il manquait d'une sécurité légale et juridique que nous avons offerte à travers la loi ESS donc de 2014. Et comme la plupart du temps, les acteurs inventent les statuts, il reste parfois à leur trouver une correspondance dans la loi ou dans le droit, et c'est ce que nous avons fait, considérant qu'effectivement, on pouvait entreprendre seul, mais on peut avoir aussi envie d'entreprendre avec un projet bien précis en inscrivant sa démarche dans un collectif, dans une coopération avec d'autres entrepreneurs que réalisent aujourd'hui les coopératives d'activité. Aujourd'hui, il y en a à peu près 12 000 en France, donc on n'est pas sur les mêmes volumes. Est-ce qu'avec le recul l'un et l'autre, on est donc pour certains 10 ans ou 15 ans plus tard, est-ce que ça a été à la hauteur de vos rêves, de vos ambitions respectives l'un et l'autre? Aujourd'hui, en 2024, bientôt 25. Ça va au-delà de mes rêves. Parce que moi, mon objectif, c'était la simplification de la création d'activités. J'avais entendu parler, vous aviez tous entendu parler du fameux parcours du combattant pour créer son activité. Et donc, c'était ça l'objectif, c'était donc un objectif de simplification. Et puis, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus que cela. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce désir de se réaliser en toute liberté et sans risque. Et c'est pour moi une grande fierté. Mais je vais dire en quoi c'est une grande fierté. Pas forcément du fait des millions ou du 1,5 million d'auto-entrepreneurs qui déclarent du chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. C'est très bien, c'est pour moi quelque chose d'important. Rendez-vous compte, l'année dernière, on a eu 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires déclarés dans ce pays. Et il y a eu 700 000 créations d'entreprises, je crois, à peu près. Oui, mais surtout, ce chiffre, il est réalisé, là, on est sur les 26 milliards des auto-entrepreneurs. Ah oui, c'est un vrai chiffre. L'année dernière, ça pèse. C'est comme s'il y a 15 ans, j'avais créé une boîte, j'aurais préféré, remarquer. Qu'il fasse 26 milliards. Qu'il fasse 15 ans après 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'une certaine façon, vous l'avez fait. et surtout, avec 5 milliards d'euros de rentrée pour la Sécu. Parce qu'il y a un prélèvement autour de 20%, donc grosso modo, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens sur le fait que le statut allait mettre en faillite la sécurité sociale, au contraire, parce que ces gens-là se soignent peu, ont peu recours à la retraite. Pourquoi ils soignent peu d'ailleurs? C'est une question parce qu'il faut qu'ils on bosse comme des fous, comme entrepreneurs, et on est moins malade, c'est ça l'idée? Non, on est parfois malade, mais on doit satisfaire le client. Il y a une très... voilà un message adressé aux futurs entrepreneurs. Et donc 5 milliards qui sont rentrés dans les caisses de la sécurité sociale, ça n'est pas nul. Donc je pourrais être fier de cela. Mais je suis fier surtout d'une autre chose. Je pense que ça va convenir à Benoît. C'est que en fait, c'est dans les banlieues que ce statut a été pris à bras-le-corps. Parce que je ne vais pas revenir sur les difficultés à créer de l'emploi dans les banlieues ou dans les quartiers. C'est très complexe. Et ce statut a permis à beaucoup de gens qui faisaient des travaux, des menus travaux, qui étaient livreurs ou qui étaient VTC. Vous savez que c'est vrai qu'il y a eu le développement des VTC qui a été favorisé. Que j'ai créé dans la loi tourisme. Absolument, tout à fait. Ces VTC ont généré 15 000 emplois non salariés, donc sous statut à partir de entre 2013 et 2016, quoi. Donc ça veut dire que les plus grosses créations d'emplois dans les banlieues, elles ont été liées à la simplification d'un statut qui ne demandait rien d'autre que de l'initiative et des projets. Donc c'est ça ma fierté. Moi j'ai eu le bonheur d'être interpellé souvent. Moi j'étais élu en Touraine, mais dans un quartier assez populaire dans la banlieue de Tours, et j'ai souvent été interpellé sur le fait que grâce à ce statut, ils avaient pu développer beaucoup de jeunes avaient pu développer des activités. Donc la fierté de voir que dans notre société, qui est une société quand même très, très dure, et qui a des difficultés à intégrer, c'est moins qu'on puisse en dire, cette capacité à générer ses revenus, son activité, ça a été pour moi, dans ces quartiers, une fierté. Les gens invisibles, dont on a parlé un peu avec mépris, eh bien, grâce à ce statut, ont pu développer une activité. Alors, ce n'est pas parfait, hein.
le revenu généré par un auto-entrepreneur, même s'il s'améliore dans le temps. Et c'est ça qu'il faut. En moyenne, il est de 5 000 euros par trimestre. Voilà. C'est pas énorme, mais ça génère donc des revenus d'appoint ou des revenus principaux qui, eux, sont par contre insuffisants. Et donc, ce que je souhaiterais, parce que je crois beaucoup au développement non pas de ce statut, mais de la capacité à être indépendant et à générer sa propre activité dans le monde qui vient, ce qu'il faudrait aujourd'hui, l'acte 2, ce serait... Attends, on va revenir, si vous permettez, on va revenir sur la suite. Tu me demandais de mes rêves. Oui, oui, je Donc, sais bien, mais j'ai entendu que vous étiez fier, ça c'est certain. Je voudrais sécuriser et protéger. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un développement harmonieux de cette capacité à entreprendre par soi-même dans des conditions qui limitent le risque. Mais on va en parler pour voir ce qu'il reste à faire justement maintenant. Mais de votre côté, Benoît, Hervé a invoqué à l'instant une cible sur laquelle le statut d'auto-entrepreneur a été très précieuse. Pour autant, avec vous, avec le recul que vous portez sur la loi, est-ce qu'elle a permis ce que vous souhaitiez? Et est-ce qu'elle s'adressait à une clientèle différente? Est-ce qu'elle avait atteint sa cible? Est-ce qu'il y a des cibles que vous n'avez pas vu venir qui se sont révélés entrepreneurs grâce à elle, en fait? Et qui était-il? Bon, après, je vais faire une petite réaction aussi à ce qu'a dit Hervé quand même, parce qu'il me stimule. C'est le job entre vous toujours depuis longtemps. Pour t'éviter de dormir. Non, mais je vais ça fait longtemps. Non, j'entends ce que tu dis et je comprends parfaitement la fierté qui est la tienne de te dire là où il n'y avait pas d'activité, on en a créé, mais ça reste un chemin qui a été ouvert. La vérité ensuite qu'on doit regarder, c'est pourquoi faut-il qu'un diplômé avec Bac plus 4 et Bac plus 5 attrape passe pas forcément, mais par le statut de VTC, avant de pouvoir avoir l'emploi qui correspond à la formation qu'il a faite. Il y a un vrai sujet sur le fait qu'aujourd'hui, on trouve au volant de voiture des gens qui n'ont pas préparé les diplômes qui les placent naturellement au volant d'une voiture, mais pour autre chose. Encore aujourd'hui d'ailleurs? Ah oui, encore aujourd'hui, hélas. Mais bon, ça c'est un autre débat. Cela étant dit, la loi ESS que moi j'ai préparée, elle avait un volet coopérative activité-emploi, mais elle avait plus généralement un volet création d'entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Elle n'a pas atteint ses objectifs. Moi, je suis elle a réussi certaines choses très bien, mais elle a manqué l'objectif principal, qui était inscrit dans l'exposé des motifs de la loi, qui était le changement d'échelle de l'ESS. On considérait que les modèles étant résistants, plus résistants aux convulsions d'ailleurs des marchés financiers, cette loi vient après la crise de 2008 et elle trouve son origine d'ailleurs dans l'analyse de l'espérance de vie assez réduite d'un certain nombre d'entreprises qui ont été balayées en raison de la crise de 2008. Et donc on essaye de développer des modèles entrepreneuriaux plus résistants aux crises et donc qui soient davantage à l'abri des convulsions des marchés financiers. Et le passage à l'échelle, il n'a pas été réussi. Alors, on ne s'est pas planté au sens où, aujourd'hui, quand on estime le poids de l'économie sociale et solidaire en France, ça reste toujours 10% du PIB et 2 400 000 emplois, c'est pas rien. Mais le poids de l'ESS n'a pas fondamentalement changé. Il y a ce que l'on constate aujourd'hui, un essor nouveau de ce qu'on appelle les sociétés commerciales de l'ESS, qui ont été créées dans la loi de 2014 et qui sont d'ores et déjà plus nombreuses que les SCOP, dont on parle beaucoup. Ces entreprises qui sont la propriété des salariés, ces coopératives qui sont la propriété des salariés, qui deviennent salariés sociétaires. Mais là encore, objectivement, il manque de continuité dans la volonté politique. La vraie difficulté qu'on a d'une loi à une autre, mais ça, qu'on pourra en deviser des heures, c'est qu'il peut y avoir un fort moment de volonté politique sur un texte, sur une orientation, mais si derrière les planètes ne s'alignent pas, celui ou celle qui vous succède n'a pas cette volonté-là, que les acteurs du financement de l'économie, notamment les acteurs publics, type BPI France, type Banque des Territoires, n'organisent pas l'écosystème pour que le changement d'échelle ait lieu. Et c'est pas, ils le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Alors, certains d'entre eux sont rétifs aux modèles qui sont ceux de l'ESS, mais parce qu'il n'y a pas de volonté politique surtout. Eh bien, de facto, on rate la possibilité d'aller au bout d'une politique publique qui aurait permis, me semble-t-il, d'augmenter la place de l'économie sociale et solidaire dans l'économie française. Alors, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des succès dans cette loi, mais honnêtement, au moment où je regarde en arrière,
le vrai regret que j'ai, c'est cela. Il n'y a pas eu la volumétrie que vous espériez. Mais pour autant, excusez-moi, c'est intéressant parce que moi, j'ai passé 20 ans à animer des émissions sur BFM Business tous les week-ends en recevant tous les entrepreneurs français. Il y a 20 ans, personne ne parlait de raison d'être, de vouloir changer le monde, etc. Aujourd'hui, on va évoquer l'évolution de la mentalité entrepreneuriale française. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que n'importe quel jeune, quelle que soit sa génération ou à laquelle il appartient, veut changer le monde. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi une façon de donner du sens à un job d'entrepreneur. C'est étonnant que ça ne prenne pas malgré tout. J'ai envie de vous dire, sur un thème comme ça, on pourrait penser justement qu'il y a une envie, à travers une autre façon d'entreprendre, d'augmenter les volumes de cette économie. Pourquoi ça ne marche pas davantage ? Si on le ramène à la société française aujourd'hui, face à l'envie d'entreprendre, pour voir un peu comment c'est différent d'avant. Moi, là, j'ai une explication très simple. Et je ne sais pas si Hervé la partage. Il y a quand même une culture de l'entrepreneuriat qui repose quand même, au-delà de la création d'entreprise, sur une idée qui est que si je crée mon entreprise, elle va avoir un objet social, elle va vendre des chaussures, vendre un service digital, mais le but, c'est aussi que je m'enrichisse. Dans l'ESS, l'enrichissement personnel n'est pas un motif de l'entrepreneuriat, puisque les parts de mon entreprise, je les revendrai au même prix que celui auquel je les ai achetées. Donc il faut trouver du sens tout au long de l'aventure, qui n'est pas l'argent à la fin. C'est la fameuse non-lucrativité. Et de surcroît, l'autre principe qui heurte parfois l'idée que l'on a quand on pense entreprise, c'est que si je possède 10 parts de l'entreprise, j'ai le même pouvoir que celui qui en a... Un homme, une voix. Un homme, une voix. Une personne égale une voix. Le pouvoir est partagé. Donc on a là quelque chose qui heurte la culture assez largement partagée qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, c'est que le pouvoir est partagé, il n'est pas le monopole du détenteur. Mais pas le résultat financier. Mais pas le résultat, ou au sens, il est partagé au sens où après, on peut intéresser tous les salariés à part égale. Mais ça explique sans doute qu'aujourd'hui, on ait besoin, les uns et les autres d'ailleurs, et en construisant des alliances entre l'économie conventionnelle et l'économie sociale et solidaire, de nous sortir de nos précarés respectifs pour voir comment finalement avoir une culture plus large de l'entrepreneuriat, qui se rappelle quand même que ces modèles-là dont je parle sont des modèles qui inspirent le monde entier. Quand vous allez dans un pays étranger et que vous allez y défendre les modèles de protection des dispensaires, qui sont des dispensaires mutualistes, le modèle du logement social, les modèles coopératifs, aujourd'hui, c'est une partie du soft power de la France quand elle défend cette forme-là d'entreprendre. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui... de créer des passerelles entre les deux mondes. Indiscutablement, elles existent déjà, mais il faut sans doute les renforcer. Hervé, je vous laisse rebondir, et aussi peut-être par rapport à ma question sur en quoi il est différent aujourd'hui l'entrepreneuriat français selon la façon dont vous le voyez. Oui. Moi, ce que vient de dire Benoît ne me choque absolument pas, contrairement à nos positionnements classiques respectifs, l'un et l'autre. Parce que je considère qu'il y a une diversité d'actions dans la vocation à faire ou à entreprendre. On peut être pénétré d'une doctrine qui fasse qu'on souhaite entreprendre avec d'autres à part égale, dans une cohésion. Et c'est pour ça que j'ai toujours été... je n'ai jamais attaqué le modèle des scopes classique. Et quand j'étais en charge de ce secteur au gouvernement, secteur de l'économie de la petite et moyenne entreprise, j'allais au congrès des scopes et je disais combien l'entrepreneuriat peut revêtir diverses formes. Je voudrais revenir sur un petit point avant de répondre à ta question sur le changement de paradigme en fait de l'entreprise, en disant que malgré tout, l'auto-entrepreneur, le statut a été attaqué. Donc quand Benoît parle de continuité de l'action des pouvoirs publics, il faut se souvenir que je m'en souviens très bien. Il y a eu un changement politique important après 2012 et que ce statut, il y a eu une réflexion pour savoir si on n'allait pas le faire disparaître ou en tout cas le limiter très, très fortement. Et les faits ont été plus forts que la volonté politique de certains de s'y opposer, ce qui est très important. C'est mon côté un peu marxiste, ça va faire sourire Benoît. Il ne l'avait pas vu, effectivement. Le tirer de sa douce léthargie dans laquelle il se laisse aller. Mais
Marx dit les superstructures sont commandées par les infrastructures. Autrement dit, ce que dit Marx, c'est que les conditions matérielles de production vont à un moment faire changer les lois, pour faire simple. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que l'émergence de cette population d'indépendants, il faut quand même savoir, tu ne l'as pas dit, mais moi je voudrais y insister, en 2010, il y avait 2 millions d'indépendants dans ce pays. Aujourd'hui, c'est 4,7 millions. C'est-à-dire que les indépendants qui, à l'époque, étaient les commerçants, les artisans, les professionnels libéraux, les agriculteurs, ces indépendants pesaient 2 millions. Ils pèsent toujours 2 millions. Il n'y en a pas eu peu ou prou. Mais par contre, il y a eu 2 millions. Ce sont les tiens, ce sont les 2,7 millions qui sont là. Enfin, les tiens, ils sont là. Parler, bien sûr. J'ose dire. Ceux qui se sont inscrits et qui travaillent. Et aujourd'hui, si on, grosso modo, aujourd'hui, si on prend en compte la totalité des auto-entrepreneurs, ce qui est un peu forcé parce qu'il y en a qui déclarent jamais de chiffre d'affaires et ils sont radiés peu à peu, mais on a la réalité, c'est que la majorité des indépendants aujourd'hui sont plutôt le peuple des freelances que le peuple des artisans, des commerçants, classiquement classés comme indépendants. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les pouvoirs publics doivent avoir une perception différente de ce qu'on appelle les indépendants. Les indépendants, tu l'as rappelé, c'est aujourd'hui entre 12 et 13%. C'était inférieur, c'était autour de 7% il y a 10 ans, il y a 10-15 ans. Donc ça doit non pas penser, on en parlera peut-être tout à l'heure, faire penser que le salariat est condamné, mais ça doit faire penser à l'idée de la cohabitation des différents modes d'exercice d'une activité, et c'est ça qu'il est important de faire. Mais pour que cela soit possible, il faut évidemment que les pouvoirs publics se préoccupent de l'adaptation du droit. Parce que c'est ça la réalité, c'est si vous avez des indépendants qui viennent de plus en plus nombreux et que le droit dit à un moment, ces indépendants c'est plutôt des salariés déguisés, on va tous les requalifier en salariés, vous n'y arriverez pas. Vous tuerez de l'activité sans créer de l'emploi. Donc c'est un sujet, j'appelle vraiment les pouvoirs publics, ça fait des années que je le dis. En même temps, si je peux me permettre, pardonne-moi de t'interrompre, c'est oui. Globalement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis vos 2 lois fondamentalement, de rupture sur venue des pouvoirs publics, et pour autant, il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises, autant d'envie d'entreprendre. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le boulot est fait, ou est-ce que si on se projette un petit peu, qu'est-ce qui reste à faire? Le boulot n'est pas fait. Un des objectifs. Moi je pense qu'on a besoin d'un droit des indépendants dans ce pays. Aujourd'hui, le droit des indépendants est défini dans le Code du travail en disant si l'indépendant adopte des positions trop proches de celles du salarié, on va le requalifier en salarié. C'est ça la seule... et ça, c'est un sujet qui nécessiterait une réflexion forte des pouvoirs publics là-dessus. Je n'ai jamais réussi à intéresser les pouvoirs publics. Il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment pour réguler les VTC et les livreurs à travers la création d'une haute autorité des transports. Mais pour l'instant, ça reste embryonnaire. Ça concerne 200 000 sur 1,5 million d'auto-entrepreneurs. Donc c'est marginal. Ce sur quoi je voudrais insister, puis je laisserai Benoît réagir, c'est sur le fait que, comme tu l'as dit, il y a un changement dans l'entreprise qui est majeur et qui accompagne ce changement lié au numérique. Les entreprises ont toujours étaient encore, jusqu'à une période récente, perçues comme des installations en dur, avec une localisation du siège social, avec du travail posté, avec des horaires fixes. Et donc il y a toute une architecture qui aujourd'hui est remis en cause par la technologie. Ce n'est pas les vilains méchants ultra qui souhaitent remettre ça en cause, c'est simplement le fait qu'on peut travailler en dehors de l'entreprise, avec l'essor du télétravail, on le démontre. Le siège n'est plus le lieu où se définit, où même s'effectue l'entreprise, dans un monde où les services sont maintenant partout. Le salariat et l'entreprise doivent évoluer.
Et c'est cela sur lequel on devrait réfléchir pour dire que l'entreprise, par quoi elle est définie aujourd'hui. Pas par le lieu où s'exerce l'activité, pas par le lieu où les salariés se regroupent. Non, et c'est pour ça que la réflexion sur le sens, la mission, comme on dit, de l'entreprise prend toute sa valeur. Moi, j'étais fondamentalement plutôt réservé par rapport à cette idée que je suis libéral classique. Donc, pour moi, l'entreprise, c'est le lieu où s'opèrent aussi les rencontres et aussi le profit, le résultat. Bien sûr. Et qui est le gage de la pérennité de la boîte. Donc, j'ai réfléchi, puis je me suis dit non, si l'entreprise évolue fortement, eh bien, la raison pour laquelle on va travailler pour cette entreprise doit évoluer Bien aussi. sûr. Et elle n'est plus uniquement le lieu où doit s'opérer le profit. Donc c'est important que d'avoir en tête ces changements, qui vont être des changements dans les années qui viennent très importants et qui doivent permettre à tous ces statuts une coexistence harmonieuse. Et non pas les uns contre les autres comme on les oppose. Donc mieux correspondre au nouveau fonctionnement des entreprises, à l'envie de liberté, possibilité peut-être d'être indépendant tout en étant dans une entreprise avec un statut qui va bien. Benoît Hamon, sur tout ça d'abord, et qu'est-ce qui reste à faire? Et est-ce qu'on est dans un mode d'entrepreneuriat et d'envie d'entreprendre très différent à vos yeux, y compris dans ce que vous connaissez bien, l'économie sociale et solidaire? Ou est-ce que la même chose globalement? Bon, là je vais aller sur des terrains où on va être moins d'accord, parce que sinon on va croire que... Non, mais c'est pour avoir le débat, c'est que je pense que j'ai pas de fondamentalement, il y a rien qui me heurte dans ce que dit Hervé. Il y a quand même une dimension qu'il faut qu'on intègre là tout de suite, et qu'il est urgent même d'intégrer, c'est que l'entreprise, quand elle se crée aujourd'hui, elle doit penser son activité en rupture, me semble-t-il, avec cette idée ou cette irrationalité qui continue à dominer les milieux économiques, selon laquelle on peut faire une croissance infinie dans un monde fini. Tant que sur une année, on était en capacité de consommer des ressources qui se renouvelaient l'année suivante, ça allait. Mais dès lors que chaque année, on a ce qu'on appelle le jour du dépassement, qui arrive de plus en plus tôt dans l'année, maintenant c'est en août, qui montre qu'on a consommé en un an, en août, la totalité des ressources disponibles qui peuvent se renouveler, et qu'à partir d'août, on attaque les stocks, non pas ce qui peut se renouveler, mais les stocks, nous arrivons devant une équation dont je voudrais qu'on me dise quelle est la rationalité qui peut nous faire penser, où est l'invention géniale qui peut faire croire à tous celles et ceux aujourd'hui qui se projettent sur les 10, 20 ou 30 prochaines années, qu'on va pouvoir garder le même modèle de développement. Parce que, quelle que soit notre foi dans le génie humain ou notre confiance dans le génie humain et la capacité à produire des innovations, bon, technologiques, sociales, quand bien même les technologiques, on les soutient par le crédit d'impôt, pas l'innovation sociale. Quelle bizarrerie d'ailleurs dans ce pays que de soutenir l'innovation technologique, pas l'innovation sociale. Au nom de quoi? Je trouve ça totalement absurde. Mais bon, il y a quand même là quelque chose d'assez vertigineux. Et moi, je m'interroge, ici comme ailleurs, sur le caractère assez irrationnel quand même de la foi qui est celle de beaucoup de gens qui disent mais si, on va pouvoir continuer comme avant. Mais là, y compris, pardonnez-moi d'être un peu contradictoire, mais y compris chez les jeunes générations aujourd'hui. Non, mais je n'entends pas beaucoup de jeunes générations qui veulent entreprendre, qui croient qu'on peut entreprendre dans un monde infini sans changer. J'ai le sentiment qu'au contraire, tous ceux qui entreprennent aujourd'hui ont cette envie et qu'ils ont juste même un peu envie de changer le monde. Donc, je suis surpris que vous trouviez que comment peut-on. Je ne pense pas que tout le monde pense ça aujourd'hui. Ah non, mais heureusement, évidemment. Je crois, et de moins en moins, j'ai l'impression. Mais je suis d'accord avec vous. De moins en moins, ça se réduit. Mais la réalité de là où les décisions se prennent et là où on fabrique une politique fiscale, là où on détermine une stratégie économique, il me semble ça, c'est possible. Le pivot n'est pas encore pris. C'est-à-dire que le pivot de l'économie, qui est d'ailleurs enclenché par un certain nombre d'acteurs privés, d'entreprises, qui ont décidé de transformer leur modèle de développement. Mais pour reprendre l'exemple en France de BBI France,
Bon, regardons où va l'investissement public. Est-ce qu'il va dans du capital patient qui sert à la transformation de modèles, ou est-ce qu'il va principalement aujourd'hui dans des modèles liés à la tech? Je vais prendre cet exemple-là parce il fera peut-être sourire Hervé, mais je regardais ce que disait la Banque de France sur le chiffre d'affaires cumulé des 2000 plus importantes start-up en France. 25 milliards d'euros, 26 milliards d'euros. Bien. Bon, le chiffre d'affaires cumulé des principales coopératives agricoles en France, 100 milliards d'euros. Est-ce que vous avez l'impression que les coopératives agricoles qui remplissent une mission qui consiste par ailleurs à nous alimenter et à faire qu'on reste souverain sur le plan alimentaire ont 4 fois plus d'intérêt et d'attention de la part de la BPI et des acteurs publics que les start-up? Je ne crois pas. Alors, il y a sans doute des ministres qui défilent au salon de l'agriculture, mais jamais autant qu'il y en a à Vivatech. Et je ne parle pas de l'ESS. L'économie digitale en France, c'est 6% du PIB. L'ESS, 10%. 600 000 emplois, je crois, ou 800 000 emplois pour l'économie digitale, 2,4 millions pour l'ESS. Je pose ça là. Il y a quelque chose qui relève comment dire, parfois des mirages. Moi, je ne suis pas du tout un technophobe, au contraire. Je pense qu'il faut pousser l'innovation technologique là où elle améliore nos vies. Mais il me semble qu'on doit un petit peu remettre de rationalité et de raison dans les grands choix de politique publique en matière économique. Dernier mot, il y a un document qui s'appelle France 2030. Absolument. Il n'y a pas un mot sur l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce qu'on peut imaginer que 10% du PIB ne fait pas l'objet d'une ligne dans un document comme celui-là? Alors, on va faire un exercice. Il y a un peu d'instabilité ministérielle ces jours-ci. On peut le dire comme ça. Si vous redeveniez ministre, ce qui n'est jamais exclu quand on voit ce qui s'est passé depuis 2 mois, et qu'on vous disait, bon, maintenant, il faut arrêter les erreurs, ce que vous dites, vous avez un rêve, vous savez qu'on intègre cette dimension dans l'entrepreneuriat. Si vous redeveniez ministre aujourd'hui, quelles seraient vos priorités, tous les deux, l'un et l'autre, du ministre, quel que soit le nom qu'on donnera à ce ministère à ce moment-là, pour faire ce que vous pensez qu'il doit être fait dans les années qui viennent pour que vos rêves se réalisent? On prendra des questions après si on en a le temps, mais je répondre parce qu'ils sont tous deux passionnants. Je continuerai à plaider pour une société beaucoup plus simple. Je pense que l'un des cancers de la France... Ça reste trop complexe. Ça reste trop compliqué. Et ça devient de plus en plus compliqué, malgré tous les discours sur... C'est pas l'ouverture d'une boîte qui est compliquée, c'est sa gestion. Je pense qu'on est en voie de bureaucratisation accélérée. Je pense que les politiques, y compris à la faveur du Covid, ont perdu peu à peu le pouvoir en faveur d'une technocratie dirigeante. Ceci sans aucune caricature. Je suis resté 3 ans et demi à Bercy, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Je pense qu'il faut lutter contre cela, parce que ce sont nos libertés qui sont en cause. Donc, fait comment si tu redeviens ministre? Eh ben, je continue à mener une œuvre de simplification radicale, notamment sur les normes, sur la complexité des normes, sur la destruction des normes inutiles. Et je ferai ça. Et je ferai aussi, pour protéger toutes ces nouvelles formes d'activité, je modifierai le code du travail. Et tu t'attaques à des trucs qui n'ont jamais fonctionné, enfin, que personne n'a jamais réussi à changer en disant ça. Enfin, c'est un rêve d'entrepreneur. Hein, moi, je reste utopique. Personne n'avait vu le statut d'auto-entrepreneur. Tu as raison. Pas même ma ministre, pas même le président de la République de l'époque qui me disait « ça a l'air de marcher ton truc ». Bah oui. Et donc ça prouve qu'on peut faire des choses et qu'il faut continuer. Moi, j'identifie des... Alors, Benoît a raison d'insister sur notre environnement, sur la nécessité de se mobiliser pour la planète, en fait, pour la biodiversité ou lutter contre le dérèglement. Mais je pense que tout ceci peut se faire aussi sans complexité inutile, sans impôts supplémentaires inutiles. Bref, je crois qu'on a encore beaucoup de travail, mais je continuerai à faire ce que j'ai fait parce que je pense que ça marche et que les Français ont besoin de cette simplicité dans la vie de tous les jours, sans avoir le sentiment de plus en plus d'être étouffés, de ne plus être libre
et de ne plus pouvoir profiter de leur liberté individuelle. Ça, c'est quelque chose qui m'obsède. Benoît, même sujet, si vous redeveniez un jour ministre chargé de promouvoir... Et puis, d'ailleurs, je n'ai même pas posé la question, c'est de ma faute. Je ne vous ai même pas demandé si c'était souhaitable que tout le monde devienne entrepreneur. C'était un peu l'objet de notre débat. Donc peut-être réponse à cette question. Et si vous deviez ministre aujourd'hui pour le promouvoir, quelles seraient vos actions prioritaires ? Donc, moi, je ne pense pas que ce soit souhaitable que tout le monde devienne entrepreneur. C'est une vocation, ça peut être d'ailleurs l'instant d'une vie, un moment d'une vie, et puis on passe à autre chose. Je pense que l'agilité entre les statuts, la possibilité de les combiner, tout ça, à mon avis, correspond mieux à notre époque. Et je partage la remarque, notamment d'Hervé, sur la question de la transformation du travail qui pousse à l'agilité, à la circulation, ou la combinaison entre les statuts pour qu'on ne perde pas de protection et en même temps qu'on puisse entreprendre, créer ou s'arrêter de créer quand on est un peu fatigué. Donc, sur la question que ferais-je, en tout cas moi, ce que je souffle à l'oreille de ceux qui gouvernent, s'ils veulent bien entendre, il y a quelque chose de très concret. Je ne vais pas être dans l'utopie. Pour le coup, très concret à faire. Dans le champ de la vulnérabilité des personnes, EHPAD et crèches, plus d'entreprises lucratives. Voilà, on fait du non lucratif ou du public parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des crèches dans lesquelles on va faire des économies sur les couches des gamins ou des EHPAD. On va accepter de mettre en cause la dignité des personnes. Pourquoi ? Parce que au capital de ces entreprises, très loin d'ailleurs de l'entreprise elle-même, il y a un actionnaire qui va appliquer les mêmes indicateurs de performance de l'EHPAD à l'EHPAD qu'il ferait à une participation qu'il a dans une entreprise qui vend des missiles ou des chaussures. Donc il y a un slogan qui dit « Nos corps ne sont pas des bagnoles ». Ben, c'est vrai. Et nos corps, quand ils vieillissent, ou les corps des enfants, ne sont pas des bagnoles. On ne peut pas leur appliquer les mêmes critères de performance et de rentabilité que là où on vend des chaussures ou des voitures. Donc il y a un large consensus qui est en train d'émerger. Je pense même que le Premier ministre est sensible à cette question-là aujourd'hui. À un moment où la vieillesse et l'allongement de la durée de vie pèse, il y a 12 millions de familles françaises qui vivent des problématiques. Et l'enjeu d'ailleurs du vieillissement aujourd'hui, c'est 10 milliards d'après si on devait investir. Et qu'on ne met pas les moyens pour le moment. Exactement. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça, de la dignité des personnes, quand on est tout petit, où on est vulnérable, quand on est âgé, où on est vulnérable. Et ce pourrait être une préférence collective que de dire, bon, dans ce secteur-là, la concurrence... Est-ce que c'est bien nécessaire ? Comment on construit une politique qui s'appuie sur des acteurs privés qui innovent, les acteurs de l'ESS, et des acteurs publics qui se challengent les uns et les autres ? Mais je pense qu'on est d'ailleurs dans l'esprit des services économiques d'intérêt général voulus par l'Union européenne. Voilà, moi, quelque chose que je mettrais sur la table comme un progrès réalisable mais qui n'est pas de nature à développer les entrepreneurs, si je peux me permettre. C'est le sujet de notre débat. Mais... Non, expliquez. Moi, je suis... Malheureusement, j'ai vécu ce que vous évoquez avec la vieillesse de mes parents dans ces établissements. Je rêverais que ce que vous évoquez se mette en œuvre absolument. Pour autant, par rapport à l'impact sur le monde entrepreneuriat, quel serait-il ? De facto, si on considère que souvent l'entreprise s'appuie sur l'innovation, il me semble aujourd'hui que ce champ-là reste un champ considérable d'innovation et donc derrière de modèles entrepreneuriaux sous statut privé non lucratif ou sous statut public à voir. Mais pour encourager, si votre question reste sur la question de l'entrepreneuriat, écoutez, moi, ce à quoi j'aspire, c'est que quand on a, par exemple, une énergie, alors peut-être que je vais mythifier une entreprise, mais quand on a une énergie qui, comme à un moment chez Danone, dit on va faire pivoter. Parce que Danone, on pourrait dire, vend des yaourts, mais ça vend surtout du plastique. Comme les gens qui vous vendent des bouteilles d'eau, l'eau est gratuite, donc quand vous achetez une bouteille d'eau, vous achetez le plastique. Alors vous achetez le fait qu'on a sans doute été extraire l'eau. Puis il y a des Alpes. Mais au fait, quand vous achetez une bouteille d'eau, vous achetez du plastique. Vous n'achetez pas l'eau parce que l'eau est gratuite. Vous avez le droit d'aller chercher vous-même votre eau. Alors c'est compliqué, ça va vous coûter un peu d'argent, mais l'eau est gratuite. Donc pareil, Danone... Faber le comprend, qu'il y avait un enjeu autour de la question de la santé, de l'alimentation, et puis il est conscient à ce moment-là que Danone vend des yaourts, mais vend surtout le plastique qui va autour du yaourt et qu'il y a un gros enjeu autour de ces questions-là et des écologiques. Mais quand Faber saute, peut-être oui, j'allais dire Faber est parti, hein, donc mais il saute. Ouais, il se poussé dehors.
il fait une entreprise à mission, il pousse les entreprises à mission, mais il est poussé dehors. Quand on voit que Danone, aujourd'hui, hélas, chef de file des entreprises à mission, refuse le Nutri-Score, alors que sa mission, c'est la santé et l'alimentation, au point même qu'on pourrait croire que quand on mange un yaourt, on guérit. Non, mais c'est vrai que des fois, quand vous écoutez certains messages en communication, vous dites, je mange ce yaourt, je suis sûr que je vais mieux. C'est pareil avec des crèmes. Vous avez l'impression que, vous savez, les crèmes anti-âge, c'est comme si vous alliez prendre 1 an de moins quand vous la mettez. Vous pouvez dire que la crème va peut-être améliorer votre hydratation, mais en général, c'est pas anti-âge. Vous allez continuer à vieillir. Ce que je veux simplement dire, c'est que je crois qu'il y a une volonté chez beaucoup d'entrepreneurs et dans des grands groupes aujourd'hui d'embrasser la question écologique et la question sociale. Mais sérieusement, je le vois sur les questions d'inclusion. Moi, je vois des entreprises qui, sur l'inclusion des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants, ont compris que l'inclusion fabriquait de l'innovation dans leurs équipes et de la cohésion en plus, et donc de la performance économique. Moi, je perçois qu'il y a un vrai mouvement. Un vrai mouvement qui d'ailleurs se construit contre certaines tendances dans la société qui, à la xénophobie, au rejet des étrangers, à la haine de la différence. Donc ça m'intéresse vraiment. Et parce que l'entreprise, elle n'est pas neutre. Et moi, j'adhère à cette idée que l'entreprise est politique. Elle n'est pas forcément partisane, mais elle est politique. Bien sûr. Et je crois qu'autour de cela, du rôle des entreprises comme cela, il y a des vocations entrepreneuriales qu'il faut encourager, pousser. En tout cas, Singa, qui est le programme, l'ONG que je dirige, nous avons 15 programmes entrepreneuriaux dans toute l'Europe, en tout cas où on fait de la pré-incubation, de l'incubation, de l'accélération. On lance un des premiers fonds d'investissement à impact au 1er janvier sur l'entrepreneuriat réfugié. Ce que je vois, moi, c'est on crée des centaines de boîtes chaque année avec Singa. C'est qu'on est entrepreneur, on est réfugié. La question écologique est omniprésente dans les choix entrepreneurs. C'est-à-dire que je pose, quel que soit mon projet, cette dimension-là est omniprésente. Et nous, on essaie de l'accompagner au mieux. Et c'est pour ça que j'ai aussi confiance dans le fait que les entrepreneurs, à travers leurs projets, fabriquent du positif, fabriquent du lien, fabriquent du bien, quoi. On va peut-être terminer sur cette dimension avec toi, Hervé. On n'a pas évoqué justement, enfin tu n'as pas évoqué spontanément cet aspect effectivement nouveau de cette envie de protéger la planète et d'éviter le plastique et tellement d'autres choses. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il faudrait que le ministre, quel qu'il soit, ait cette ambition peut-être de lier ces deux ambitions, à la fois que cette énergie et cette volonté soient plus prises en charge par les entrepreneurs, même si, je le répète, les plus jeunes ont envie de le faire. Mais plus ils seront aidés dans la capacité à faire changer ce monde-là, plus les choses iront vite dans le sens de Benoît. Ce qui est sûr, c'est que les générations qui viennent, les jeunes générations, sont beaucoup plus conscientes et beaucoup plus préoccupées de l'avenir que nous, si j'ose dire, oui. En me regardant avec mes cheveux blancs, c'est regardant presque Benoît aussi. On se connaît depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Cette dimension et cette inquiétude, elle est patente chez pratiquement tous les jeunes. Absolument. Enfin, en tout cas, tous ceux que je côtoie. Et donc, je suis assez confiant, compte tenu de cette préoccupation, que ces jeunes vont innerver dans quelques entreprises qu'ils intègrent ou dans la création d'activités vont intégrer cette préoccupation, et c'est assez majeur. Par contre, il faut se méfier des récupérations un peu faciles. C'est-à-dire qu'on a assisté à une prolifération aujourd'hui de ce qu'on appelle les investissements à impact ou les fonds d'investissement qui privilégient cela, et on s'aperçoit que c'est très souvent du cosmétique, en fait, et que les fonds d'investissement à impact ont aujourd'hui du mal à se financer parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de supercherie et que c'était pas aussi simple ni aussi évident que ça aurait pu l'être. Donc il faut se méfier. Mais en tout cas, cette préoccupation, elle est majeure et on peut pas en faire fi et la gommer comme si elle n'existait pas. À nous de trouver les moyens d'assumer et d'assurer une croissance qui ne détruise pas plus qu'elle ne crée en matière de bien-être et en matière de valeur ajoutée. C'est un vrai sujet. Si vous y ajoutez le fait que trop souvent la protection
de l'environnement, l'écologie au sens large, s'est traduite par une avalanche de normes et par une avalanche d'impôts, toujours pour de bonnes raisons, ça explique qu'il y ait cette réticence. Et moi, je plaide pour qu'il y ait des normes dans ce secteur qui obligent à être beaucoup plus attentif et qui est y compris une fiscalité environnementale qui se crée pour privilégier et inciter aux bonnes pratiques, mais cela doit se traduire par de la destruction de normes dans d'autres secteurs et par de la suppression d'impôts qui ne sont pas à visée écologique. Donc je suis toujours partisan de cet équilibre pour éviter qu'il y ait un effet répulsif de nos concitoyens par rapport à ce qu'ils constatent, à savoir soit des taxes, soit de la norme, mais pour des bonnes raisons. Et ces bonnes raisons, ils ne les acceptent pas. Je vais faire un pari impossible. 1 minute chacun, 1 minute, pas plus, sur une seule question. Non, ils ne savent pas faire. Non. Non. Les questions, elles vont nous entraîner. C'est une question, c'est toujours long. Je préfère que peut-être les discussions se prolongent au-delà. Non, mais on va enchaîner ici dans un instant avec un débat sur comment savoir quel est le bon moment pour entreprendre. Donc, moi, j'aimerais une question à chacun de vous et une réponse rapide, 1 minute maxi ou 1,5. C'est face à tous les gens dans la salle qui sont des potentiels entrepreneurs et qui se posent la question, est-ce que pour moi, dans l'économie du moment, dans la politique du moment, dans le monde du moment, c'est le bon moment pour entreprendre? Et le conseil que vous me donnez en 1 minute. Avec tous les doutes que peuvent envahir quelqu'un compte tenu de l'actualité, compte tenu du monde dans lequel nous vivons, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut y aller? Est-ce que c'est tellement bien le monde qui vient? Bon, ça dépend du projet. Si vous allez nous vendre un chien de compagnie sur le web ou sur le métaverse, bon, moi franchement, ça peut marcher. Hein, bon, allez-y, hein, si vous gagnez de l'argent avec ça, mais ça dépend de ce que vous en ferez après de cet argent. Mais moi, je pense que ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a quand même au point de départ une idée. Et on peut supposer toujours la conviction chez celui ou celle qui l'apporte que cette idée, personne ne l'a eue avant. Et que même si on fait la même chose que l'autre, on le fait mieux ou différemment. Donc il y a quelqu'un qui sort un peu du cadre. Et je trouve ça intéressant parce qu'au fond, bon nombre des problèmes qu'on a, ou des problèmes qu'on n'arrive pas à dénouer, sont liés au fait qu'on n'arrive pas à sortir du cadre, notamment dans les politiques publiques, où si l'innovation c'est sortir du cadre, il faudrait qu'on ait cet esprit-là davantage. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais temps pour en tout cas se lancer. Après, mon conseil, parce que je trouve que la culture aujourd'hui de l'entrepreneuriat, elle est trop matricée par la tech. C'est-à-dire, je supporte plus les pitchs de 2 minutes, moi, ou d'1 minute. Non, mais je supporte plus ça. C'est pas d'abord parce qu'en 1 minute ou 2 minutes, d'abord trop de choses se jouent parfois là. Et qu'est-ce que c'est que cette idée selon laquelle en 2 minutes on partage l'essence d'un projet, la manière dont on l'a mûri, sa portée. Je trouve qu'on a besoin de temps un peu plus long, patient, etc. Donc la seule chose que je veux partager, c'est que avec vous, c'est pour assister à beaucoup de jurys chez Singa, avec des gens qui parlent pas bien français quand ils sont entrepreneurs réfugiés, ou l'ont appris en 2 ans ou en 1 an, et à qui on dit, je le dis au passage, nous Français, quand même, prononce moyen, quand même, son élocution est douteuse sur certains mots. Nous, en France... J'aimerais vous y voir. Exactement. Alors, oui. va faire ton speech en arabe syrien et on reparlera, quoi. Parce que la personne qui vient de Syrie, qui fait son speech en français, qui a appris depuis 1 an, qui par ailleurs parle arabe, syrien, anglais, parfois une autre langue, nous... Français. On a du mal avec l'anglais. Je voudrais pas dire, mais on n'est quand même pas les champions du monde des langues étrangères. Et on est là à mettre des obstacles parfois dans ces moments qui sont des moments où les uns et les autres présentent leurs projets. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que voilà, ce serait bien qu'on se débarrasse de cette tyrannie du court terme, de l'instantané, de la vitesse, là où on a besoin aussi de penser le temps long, les transformations. Et moi, je suis sensible à ça, en tout cas, dans les projets entrepreneuriaux. Ce sont aussi ceux qui embrassent le plus facilement les questions écologiques parce qu'ils pensent le temps long. Et je crois qu'on a voilà, peut-être aussi à faire un pas de côté avec cette culture de la vitesse qui l'accélération la qualité des projets.
En tout cas, on n'a pas eu toute ma réponse, mais c'était passionnant sur l'histoire de l'accélération. Mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour reprendre ou pas, finalement. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense... L'époque le veut et le peut. C'est pas l'époque. C'est notre capacité à prendre notre destin en main, finalement. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Et la capacité à entreprendre, elle peut revêtir beaucoup de champs. On l'a vu tout au long de cette heure de discussion. Et donc, il faut, dans un monde où on se sent de plus en plus dépossédé, reprendre le contrôle de soi. Et prendre le contrôle de soi, c'est s'assumer, c'est agir, et c'est agir en entreprenant. C'est ma proposition. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bons moments qui sont des choses de court terme, comme dirait Benoît. Non, il y a un moment où l'entrepreneuriat doit pouvoir être tenté par tout le monde. Et c'est ça qui m'avait guidé. Moi, je veux donner sa chance à tous. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est, d'une certaine manière, donner sa chance à tous, quelle que soit leur origine, leur lieu d'implantation géographique, leur quartier ou leur ruralité. L'entrepreneuriat permet cela. Et on n'a pas le droit de ne pas le tenter. D'autant plus qu'aujourd'hui, et c'est cela qui est important, on a quand même tout un écosystème. Là, je ne parle pas de la tech, parce que je partage un peu le jugement de Benoît, parce que les auto-entrepreneurs dont je parlais, ils ont fait autant que la tech, 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a pas de la tech là-dedans. Et donc, c'est cela qu'il faut prendre en main, son destin. Moi, il n'y a pas beaucoup de figures au XXIe siècle qui marqueront l'histoire. Mais il y aura des entrepreneurs. Et ça, c'est très important. Et je vous souhaite à tous bonne chance. Absolument. Merci à vous deux.